Madame la déléguée, bonjour. Merci beaucoup de participer à cette table ronde consacrée à la sécurité routière au travail. Peut-être comme première question, pouvez-vous nous donner les chiffres, les tendances du risque routier au travail ? Merci, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Ça va être une semaine très particulière, puisque c'est la semaine des journées de la sécurité routière au travail. Et c'est quelque chose qu'on poursuit avec beaucoup de force depuis plusieurs années. Alors pourquoi justement? Peut-être quelques chiffres en effet. Déjà, tout simplement le chiffre de la mortalité dans le cadre d'un trajet professionnel ou trajet domicile-travail, qui sont aussi des temps de trajet professionnels. Donc on a malheureusement pour 2023, on avait 440 tués. Ça représente à peu près 14% de la mortalité globale, 14-15% suivant les années. Ce qui veut dire aussi que si on arrive à travailler ce sujet via les entreprises, c'est potentiellement 14-15% de la mortalité globale qui pourrait diminuer. D'autres chiffres également, je vais en citer 3 autres. Le premier, 90%. 90%, vous avez déjà compris ce dont il s'agissait, c'est le pourcentage d'hommes tués dans les trajets de mission. Et bien, c'est le risque routier professionnel de façon encore plus marquée que le risque routier général et quelque chose assez genré, avec une surreprésentation des hommes, que ce soit sur les trajets de mission où c'est 90%, mais également sur les trajets domicile-travail où c'est 84%. Donc on est quand même sur des chiffres importants et donc des cibles particulières en termes de risque routier professionnel. L'autre chiffre que je voulais donner, c'est la répartition entre trajet domicile-travail 2 tiers et 1 tiers trajet de mission. Et le dernier, et peut-être l'avant-dernier chiffre, pardon, je dis des bêtises, l'avant-dernier chiffre, c'est 30%. 30%, c'est le nombre d'accidents mortels avec un téléphone sur les trajets en mission. Et là, c'est 3 fois plus important que le risque normal dans l'accidentalité, qui est aujourd'hui à peu près 10-12% sur le téléphone. Donc on a un sur-risque masculin et on a un sur-risque téléphone. Voilà, et ça, c'est vraiment les chiffres les plus essentiels. D'accord, donc pour résoudre un problème, il faut déjà savoir bien le nommer. Donc c'est ce que vous avez fait là. Ça veut dire aussi, finalement, en l'ayant nommé de cette façon-là, que vous avez des pistes d'action, des pistes de progression. Quels sont vos engagements plus concrètement en termes à la délégation de la sécurité routière dans ce domaine ? Alors justement, en fait, ce domaine, on le travaille beaucoup avec les entreprises. Oui. C'est quelque chose qu'on fait, je dirais, de façon plus marquée depuis une dizaine d'années. Déjà parce que toutes les bonnes habitudes qui sont prises en entreprise, on considère que quand on est bien habitué dans son entreprise, c'est quelque chose qu'on fait également dans sa vie. Donc il y a vraiment une prolongation. Ensuite, il y a vraiment un effet pour moi de proximité. C'est-à-dire qu'une entreprise ou une administration ou n'importe, enfin, je dirais une communauté d'employeurs-employés, c'est toujours un groupe quand même, je dirais, où il y a de la proximité. Et finalement, le message, il passe toujours de façon plus forte quand on se sent concerné, quand on a envie de perdre personne. Moi, je le dis souvent, un chef d'entreprise, quel autre message peut-il donner à ses collaborateurs que je veux personne, il ne peut donner qu'un message de je veux 0 mort, 0 blessé à la fin de l'année. Il ne peut pas dire j'accepterai 7% ou peut-être une diminution de 2%. Il n'y a qu'un seul chiffre, c'est 0 mort, 0 blessé. Et ça, c'est vraiment les choses importantes en termes de risque routier professionnel. L'autre point important, c'est que les entreprises et les employeurs ont un fort pouvoir de prescription et d'action en matière de bon comportement, de sensibilisation et de responsabilité. Donc c'est vrai qu'ils ont cette obligation qui est à la fois, je dirais, qui peut paraître comme une contrainte, mais qui est aussi une force. Parce que ça leur donne aussi de la force. Et en plus, c'est attendu des collaborateurs. Et ça, on le minore un peu, mais on avait fait un sondage il y a 2 ans, sondage Harris, justement, sur les personnes dans leur travail. Et 9 sur 10 attendent de leurs employeurs qu'ils donnent des conseils, des formations, des sensibilisations sur le risque routier professionnel.
On vous attend souvent vous-même sur le registre de la prescription, mais on le verra aussi avec Maître Ledoux, avec Christophe Verhaeghe. Vous vous adressez aussi aux entreprises, ce qui est intéressant, sur le registre de l'engagement. C'est-à-dire vous voulez non seulement vous voulez les faire participer finalement à ce qui va leur aider à résoudre le risque routier. C'est quand même assez novateur ou très intéressant. Je pense que c'est ce qui donne du sens aux choses, c'est quand même qu'il y ait une mobilisation, un engagement. Enfin, je trouve que déjà quand on cite une charte, et j'étais vraiment très heureuse de signer d'ailleurs la charte aujourd'hui sur la charte des 7 engagements plus avec ECF, c'est vraiment ce qui traduit en fait une forme d'engagement. Et en fait d'ailleurs on doit signer entre nous, mais en réalité c'est surtout l'employeur avec ses collaborateurs qui la signent. Moi, finalement, je suis qu'un passe-plat, ou en tout cas, j'essaye de mettre en avant quelque chose pour dire vraiment, en fait, votre engagement, on se le fait entre nous parce que c'est important, parce qu'on veut dire que déjà, si on arrive à descendre de la mortalité et des blessures au travail, ça a été très longtemps la première cause de mortalité au travail. Donc, c'est quand même un enjeu extrêmement important. Et si on arrive à faire ça, quelque part, c'est forcément plus de prévention. Et c'est également en fait une force pour l'employeur par rapport à ses collaborateurs. Je reviendrai vers vous tout de suite après, mais finalement pour rebondir, Patrick Mirouz, qui est président de l'ECF, quel est le sens pour l'ECF de signer cette charte-là également? Alors d'abord, merci de nous recevoir dans votre bureau. C'est un moment fort pour nous, pour le groupe ECF. Le groupe ECF engage tous ses collaborateurs et tout son réseau pour participer à la semaine de la sécurité routière au travail que vous organisez. Et donc, le premier moment, ça a été effectivement la signature de cette charte, des 7 engagements, sur laquelle on va s'appuyer. Alors, je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Le CF, c'est en fait accompagner en formation initiale tous les citoyens usagers de la route sur ce qu'on appelle le continuum. Et à un moment donné, il y a effectivement ce risque routier qui se trouve sur les entreprises. Vous avez donné les chiffres, Madame la déléguée, avec des chiffres effectivement qui sont tout le temps améliorables. Pour nous, la charte est quelque chose d'essentiel et on va comment dirais-je, la démultiplier, en faire la promotion et la communication. Je crois que je ne vais pas dévoiler ce que vont dire les autres intervenants à cette table ronde. Mais effectivement, la communication, c'est quelque chose d'essentiel sur le risque routier. Alors, juste un mot sur ce qui va se passer au niveau de l'ECF pour cet engagement. Donc, ce soir, on fait cette table ronde de lancement pour nous de la semaine de la sécurité routière au travail. Il y aura demain un autre webinaire qui sera à l'intention des chefs d'entreprise, dans lequel, je puis vous l'assurer, Madame la déléguée, on va parler de la charte et des possibilités de mise en œuvre et des outils. Et je pense que Christophe aura des idées sur le sujet. Jeudi, on va faire un webinaire à l'attention de tous les salariés de l'ECF. Il y a 4000 collaborateurs. Je ne dis pas qu'ils viendront tous, mais en tous les cas, on fait ça entre midi et 2. On a invité les chefs d'entreprise à faire un petit dîner pizza, un petit repas pizza pour effectivement regarder ce webinaire. Et après, on lancera un challenge de la meilleure idée ou de la meilleure action à perdurer. Ça ne s'arrêtera pas au bout de cette semaine. C'est un début pour nous, l'implication de l'ECF en sécurité routière. Et puis, voilà, vous l'avez dit, on ne veut pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Nous, on a un double impact. On s'engage dans cette action parce qu'on est des opérateurs. Le CF mène plus de 2000 actions par an en termes de sécurité routière en entreprise, en fait, en prévention de risque routier, éco-conduite, avec différents outils. Et après, on est aussi une entreprise avec ses 4000 collaborateurs. Et je pense que pour nous, c'est un élément important de donner cette valeur. On a tout le temps des valeurs assez simples finalement à l'ECF et celle-là en est une, celle de préserver nos salariés, ce qui est notre responsabilité. Donc, Madame la déléguée, donc vous avez vu, c'est avec l'ECF, mais l'ECF ensuite avec chacune des entreprises et du réseau ECF. On n'est pas les seuls de ces entreprises qui s'engagent. Vous en avez combien? Parce que je pense qu'elles sont nombreuses, non? Alors, on a commencé en 2016, c'était vraiment un appel qui a été fait par 21 très grandes entreprises. Et c'était vraiment un appel à la responsabilité de chacun pour se dire qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise. Aujourd'hui, les choses ont évolué. On parle bien sûr des entreprises, mais on parle aussi des employeurs en général, parce que finalement, une administration, une collectivité, vous prenez un conseil départemental, il a très vite 3000, 4000, 5000 employés. Donc, c'est vraiment la responsabilité d'employeurs, les employeurs engagés. Et on en est aujourd'hui à un peu plus de 3550 entreprises qui représentent 5,2 millions de collaborateurs. Donc c'est vraiment très concret. Et cette charte, entre le début
qui était, une charte à 7 engagements. C'est aujourd'hui les 7 engagements plus, et c'est depuis 2 ans, lors de la signature avec un gros groupe français, on a le droit de citer, sans citer tout le monde, avec Decathlon, quand on a signé, on l'a transformé en 7 engagements plus, on va transformer, fait évoluer en fait, pour bien aussi rappeler aux employeurs que la route, c'est pas que des voitures. Oui. Et que c'est important et qu'en plus, les collaborateurs, ils ne viennent pas forcément en voiture, ils peuvent venir à pied, ils peuvent venir en vélo, ils peuvent venir en trottinette, en moto, et que donc le risque, il fallait aussi, dans cette charte, intégrer en fait les nouvelles mobilités et le partage de la route, qui à mon sens est quelque chose d'hyper déterminant aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que moins de 50% des personnes tuées sur les routes aujourd'hui sont des automobilistes. Oui. Donc c'est important qu'on délivre aussi un message à l'adresse des cyclistes notamment, des vélo-taffeurs, à l'adresse des trottinettes. Et quand je dis à l'adresse, en fait, finalement, je ne dis pas complètement la vérité, parce qu'en fait, c'est un message qui doit s'adresser à chaque fois à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler et dire ce qu'un cycliste devrait plutôt faire sans rappeler à côté que ce qu'un automobiliste devrait aussi faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation, le partage de la route, par définition, il y a 2 personnes qui le partagent. C'est pas un qui doit s'excuser de vivre et voilà. Donc on a vraiment ces enjeux-là, et c'est tout l'objet de cette charte des 7 engagements plus, avec le premier objectif, on retrouve le téléphone dont je parlais tout à l'heure. Le plus pourrait devenir un plus, puisque vous avez parlé de la différence de genre, par exemple, qui devra peut-être aussi demain faire l'objet d'une attention particulière en entreprise, parce que je crois qu'en entreprise, c'est un peu enfin, vous l'avez dit, c'est le même phénomène. Donc c'est encore appelé à bouger. Au-delà de cette signature des engagements, vous avez des tas d'autres actions tout au long de l'année, c'est-à-dire que c'est pas simplement la semaine de la sécurité routière, c'est une vitrine, mais tout au long de l'année, vous vous déplacez, vous intervenez. On a beaucoup de choses, et puis surtout en fait, les challenges qui étaient décrits par M. Mirouz sont assez symptomatiques. L'imagination et à l'action. Nous, ce qu'on veut faire aussi, prospérer, c'est une dynamique en fait d'entreprises engagées, d'employeurs engagés. Il y a des choses qu'on propose, on partage des bonnes pratiques. On a justement tout ce qui est la plateforme des employeurs engagés qui, parfois, tantôt en présentiel, tantôt sur le numérique, où les entreprises ont partagé, on donne la parole aux entreprises pour partager la bonne pratique, ce qui fait qu'à chaque fois c'est intéressant, parce qu'une entreprise arrive, dit voilà quel était mon risque particulier, qu'est-ce que j'ai fait, et là à côté les entreprises se disent ah tiens mais ça, et ça je peux en prendre une partie, ou ça je peux en prendre tout, ou ça non c'est pas trop pour moi parce que c'est pas ma culture. Donc en fait on a vraiment, on favorise la mise en relation et les bonnes pratiques, et puis à côté de ça on a des éléments aussi d'autres actions assez fortes. Je pense notamment au concours innovation et au challenge sécurité routière qui met l'innovation à l'honneur et dans lequel maintenant on a à cœur de faire une catégorie risque routier professionnel. On a également depuis plusieurs années ce qu'on appelle un trophée qui est les pros ont du talent, qui est fait en partenariat avec une radio et qui vise aussi à valoriser et mettre en lumière des responsables de petites et moyennes entreprises et des artisans, justement sur une action qu'ils ont faite en termes de risque routier professionnel pour dire vous n'avez pas forcément besoin d'être dans un grand groupe avec avec des préventeurs, très structurés. Vous pouvez aussi, à l'horizon d'une petite PME ou en tant qu'artisan aussi, mettre en place des actions. Et ça, c'est valorisé par les trophées du talent. Bien sûr, on travaille de façon générale aussi avec la Direction générale du travail sur des actions avec des branches de convention, des signatures de convention avec les branches professionnelles, sur le plan sécurité au travail, plan sécurité santé au travail. On en est à la 4e édition, qui fait 2021-2025. On est déjà à travailler sur la branche suivante. Donc tout ça se travaille. On a mis également en place, dans le cadre d'une convention, un site qui s'appelle En route pour la prévention et qui est porté vraiment à l'adresse de toutes les entreprises de transporteurs, voyageurs, marchandises, ce qui permet encore une fois de faire partager la connaissance, donner accès à tout le monde, donner accès aussi à toutes les ressources possibles,
pour les actions de sensibilisation. Et puis on a également, je ne l'ai pas cité, le dispositif Vérif Permis, qui est une application qui permet à des entreprises de transport public, de routiers, de voyageurs ou de marchandises, de vérifier les droits à conduire de leurs employés. Donc voilà, c'est vraiment un continuum, à la fois apporter les ressources, faire partager les bonnes pratiques, promouvoir des évolutions réglementaires ou autres. Là, il y a très peu, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, le ministère des Transports ont présenté un plan spécifique sur les transports en commun. Ouais. Et derrière, on a la volonté de faire encore progresser certaines obligations aussi pour les entreprises. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très vivant. Et puis, on favorise ce vivant, je le disais, à la fois sur un plan réglementaire, mais aussi sur le plan de la bonne pratique. Et l'encouragement aussi, par exemple, des clubs d'entreprises engagées. Parce qu'effectivement, je disais, les grosses entreprises, elles ont des dispositifs parfois pour... quand une entreprise est plus petite, comment elle bénéficie de l'information, comment elle se met en relation avec d'autres pour mutualiser certaines choses. Et ça donne dans certains départements des clubs d'entreprises très portés, très vivants. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir de l'année dernière, le club des entreprises engagées de Lyon qui avait fait organiser une journée avec toute une intervention d'un certain Maître Ledoux qu'on va retrouver tout de suite sur justement les questions de risque routier professionnel, et c'était assez passionnant. Et ça donne vraiment accès à plein d'entreprises qui peut-être n'auraient pas eu, j'irais, cette opportunité-là de venir et d'assister à des échanges d'informations et tout simplement des choses qui sont mutualisées. Et c'est ça aussi la ressource. C'est vraiment, en fait, la sécurité routière, finalement, c'est une administration centrale, mais c'est surtout un bien commun dont chacun peut s'emparer. Et la question du risque routier professionnel, c'est justement vraiment la meilleure illustration pour moi de ce bien commun où chacun se dit qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que je fais fructifier pour mon entreprise, en regardant aussi ce dont mon entreprise a besoin, en particulier. Donc vous êtes aussi, donc, ce qui est aussi important, mais pour nous on le vit aussi tous les jours, vous êtes un centre de ressources. Finalement, nos formateurs, nos enseignants, nos entreprises vont aussi puiser des outils de prévention sur vos sites et ainsi de suite. C'est aussi très important. Une dernière question, quel est le sens symbolique finalement d'une école de conduite de personnes qui sont chargées eux-mêmes de la sécurité routière, de s'engager à ce niveau pour la sécurité des salariés au travail? En fait, c'est exactement ce qu'a dit M. Méroux, c'est que par définition, c'est justement le sens profond d'une école de conduite, c'est quand même la sécurité routière. Complètement. Donc quelque part, en fait, mais je vous rassure, hein, on s'est posé la même question pour le ministère de l'Intérieur. À un moment donné, on se dit, tiens, on fait plein de choses pour plein de monde, et qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Oui. Et c'est important, et c'est pas parce qu'on est au cœur du sujet qu'évidemment on est très là pour le coup, généralement on sait bien les nouvelles, les évolutions réglementaires, etc. Mais pour autant, finalement, partager certaines choses, rappeler que le trajet domicile-travail, c'est aussi un moment important, rappeler qu'il n'y a pas que la voiture, hein, on a aussi des gens qui peuvent venir enseigner la conduite, qui peuvent venir à l'auto-école en 2 roues, en trottinette, et je pense qu'il y a toujours plein de choses à savoir, et je trouve justement que c'est assez fondamental que, parce que c'est tellement logique qu'il y soit, oui. À un moment donné, se rendre compte qu'on n'y est pas. Mais je vous rassure, hein, pour le ministère de l'Intérieur, c'était pas mieux. Et pour autant, quand même, je le rappelle aussi, on a quand même si effectivement, c'est par définition des enseignants à la conduite qui sont très en pointe, on a aussi malheureusement un peu d'accidentalité liée aux écoles de conduite. Hein, c'est pas un travail, je dirais, forcément évident toujours. Et on a à peu près, on va dire, une centaine d'accidents corporels par an avec des conducteurs en apprentissage de la conduite. Et on a en moyenne, on va dire, je dis en moyenne parce que évidemment, les statistiques sont données sur plusieurs années pour éviter, ce que c'est, comme on est vraiment sur des exceptions, ça évite de donner un chiffre qui n'est pas le bon, mais enfin, on a en moyenne, on a à peu près 5 morts par an. Voilà, alors ce sont parfois des accidents aussi en conduite supervisée, hein, il y a différents modes, mais voilà, et c'est pas forcément
le conducteur qui est responsable. Mais en tout cas, voilà, des personnes qui sont en situation de conduite, elles peuvent se retrouver confrontées à quelqu'un qui va faire n'importe quoi à côté et malheureusement ne pas avoir le temps de garantir sa sécurité. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça assez fondamental que, y compris les entreprises qui tombent tellement sous le sens, elles en soient. Je crois qu'en fait, c'est comme M. Jourdain, hein, elles en faisaient bien avant la signature et elles en feront bien après. Mais quelque part, c'est aussi un jalon, c'est un symbole et je crois que ça entraîne aussi une dynamique. Et je veux d'ailleurs saluer parce que parmi nos intervenants départementaux de sécurité routière, qui sont des personnes bénévoles, hein, qui assistent dans les départements, les préfectures pour des opérations de sensibilisation, on a beaucoup d'enseignants à la conduite. Et voilà, et moi je profite aussi pour les remercier parce que c'est aussi ça, hein, l'engagement, la question du bénévole qui s'implique pour expliquer. Parce que derrière les interventions, c'est souvent des actions de sensibilisation et surtout d'explication et de pédagogie. Et je sais que ça va vous parler, la pédagogie. Je te laisse réagir peut-être, Patrick. Non, mais je reviens sur cette histoire de sens, parce qu'effectivement, pour nos formateurs, enseignants de la conduite et de la sécurité routière, il y a aussi voilà, cette question un peu d'exemplarité, quoi, en fait, et qu'il est bien de rappeler. Et puis, selon voilà, notre adage, c'est de dire la sécurité routière, ce n'est pas que pour les autres, quoi, en fait. C'est aussi pour nous, juste ce mot, et je laisse le débat se poursuivre, parce que on a pris un peu de retard. C'était trop longue. Non, c'est nous qui... Non, Maître Ledoux, donc merci aussi de participer à ce webinaire. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter en 3 mots? En 3 mots. Donc, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris. Oui. On est une 50aine d'avocats et de juristes au cabinet et on ne travaille que sur la santé au travail. Tout ce qui a trait aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la responsabilité. Hein. Et on fait également beaucoup de formations, de sensibilisation, on donne des cours un peu partout pour expliciter la responsabilité, puis évidemment en creux, la prévention des risques professionnels. Oui, parce que en creux et plus que ça, parce que vous avez parlé de santé au travail, mais là on parle de sécurité routière ou de prévention. Quel lien vous faites entre les deux? Si on parle de risque routier professionnel, à côté de la responsabilité évidemment du conducteur qui doit respecter le code de la route, de son côté, l'employeur, lui, doit respecter le code du travail. Et notamment la 4e partie du Code du travail. Et le premier article de cette 4e partie nous dit que l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est en surplomb de tous ces sujets de prévention dans tous les domaines. Qui est chargé de la sécurité? C'est l'employeur. C'est comme ça depuis la fin du 19e siècle. C'est l'employeur qui organise le travail, c'est lui qui dirige la manœuvre. Il doit donner du travail, régler un salaire et en même temps assurer la sécurité. Ce qui est une tâche aujourd'hui assez compliquée. Vous avez peut-être lu la dernière étude de l'Institut Theram qui montrait que, je crois, 80 ou 90% des Français la santé mentale des Français était atteinte par la mobilité, par les déplacements. Donc ça a un impact aussi sur la santé physique, la santé mentale. Et c'est vrai qu'en matière de risque routier, on parle plutôt de la sécurité, de la santé physique, hein, mais le sujet touche également la problématique, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Hein, le stress, d'ailleurs, effectivement, ça impacte nécessairement certains accidents, on le sait bien, mais on en parlera un petit peu plus loin. Il y a 2 notions qui intéressent beaucoup les chefs d'entreprise, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être en 3 mots les définir? Alors, si l'employeur est défaillant, il peut engager sa responsabilité civile et éventuellement sa responsabilité pénale. La responsabilité civile, l'objectif de la responsabilité civile, si on parle de phénomène accidentel, c'est de permettre aux victimes d'être indemnisées. Et donc, en matière de responsabilité civile, qui finance l'indemnisation, c'est l'employeur. Et il faut savoir que ces 25 dernières années, hein, la jurisprudence des tribunaux a progressivement dessiné la silhouette d'une véritable obligation de sécurité. Alors ça s'est passé en 2 temps. Hein. En 2008, la Cour de cassation, qui est la Cour suprême en France, a posé le principe selon lequel les employeurs étaient tenus, à l'égard de leurs salariés, à une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, systématiquement, l'employeur était condamné en cas de pépin, en cas d'accident. Évolution 25 novembre 2015, où là, la Cour de cassation a essayé de récompenser les entreprises vertueuses et leur permet à ces entreprises vertueuses, si elles sont capables de justifier
avoir respecté ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, autrement dit une bonne évaluation des risques et puis des plans d'action bien faits, concrets, efficaces sur le terrain. Dans cette hypothèse, l'employeur vertueux pourra éventuellement s'exonérer de cette responsabilité. Sauf que c'est à lui à justifier, à prouver, à mettre sous le nez des magistrats en cas de pépin qu'il a réellement mis en œuvre une politique de prévention effective, efficace. Et alors on justifie comment? Bon, déjà au niveau de chaque établissement avec ce qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques. On justifie également avec des bonnes formations telles que le Code du travail l'exige. On justifie également en ayant un bon règlement intérieur qui notamment, on en dira deux mots tout à l'heure, prévoit les contrôles, éthylotest, tests salivaires. Hein. Et donc, on justifie également, par exemple, si on parle du transport, avec des bons protocoles de chargement et de déchargement, lorsque c'est prévu par les dispositions du Code du travail. Et donc, l'employeur, dans ce cas-là, pourra peut-être s'exonérer de sa responsabilité. Ça veut dire que l'employeur a une obligation de moyens et de dispositions pour Il permettre... doit, voilà, réellement... Et alors, je dirais la position la plus chimiquement pure de la Cour de cassation depuis 5 ou 6 ans, c'est l'effectivité de la prévention. D'accord. Vous voyez, dans pas mal d'entreprises, les procédures de sécurité, il y en avait généralement plein les armoires. Est-ce que pour autant, sur le terrain, dans ce qu'on appelle le travail réel du quotidien, est-ce que pour autant ces règles étaient réellement appliquées? C'est une autre paire de manches. Et donc, depuis maintenant quelques années, les tribunaux veillent à l'effectivité de la prévention. Hein, et on parlait tout à l'heure, par exemple, du règlement intérieur. Lorsque des contrôles sont prévus et qu'il le test salivaire, il faut les contrôler. Hein. Le contrôle, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Hein. Des règles de sécurité qui ne sont pas régulièrement contrôlées, c'est extrêmement dangereux. C'est même complètement hallucinant qu'on puisse poser des règles sans vérifier quand même qu'elles soient réellement appliquées sur le terrain. Donc, je le répète, l'effectivité de la prévention, et effectivement, alors là, prenons un exemple, hein. Vous savez que lorsqu'on survient un accident du travail par exemple, la victime peut engager, si elle le souhaite évidemment, une procédure dite en faute inexcusable de l'employeur. Et il faut savoir que dans cette hypothèse, ce n'est pas à la victime de démontrer que son employeur a respecté les règles de sécurité, c'est à l'employeur de démontrer qu'il les a respectées. Et si on parle de nos sujets par exemple, eh bien, est-ce que le véhicule était en bon état, hein? Est-ce que le conducteur était formé et expérimenté, est-ce que les temps de travail, les temps de trajet n'étaient pas trop longs pour pouvoir respecter scrupuleusement le code de la route, est-ce que des sensibilisations avaient été réellement mises en œuvre? Vous voyez, c'est à l'employeur de démontrer, de prouver qu'il a fait son travail de prévention. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc, cette obligation de sécurité n'est plus de résultat, mais elle est extrêmement lourde et exigeante avec les employeurs. D'accord. Ça veut dire qu'il est dans l'obligation de vérifier l'effectivité des mesures Absolument. qui sont énoncées. On est à la DSR, on parle très facilement du code de la route, mais vous parlez aussi du code du travail, hein, de la santé. Comment est-ce que vous articulez là aussi ces différents si vous voulez, codes? tout ça s'articule parfaitement. Bon, le code de la route pose des règles de sécurité. Bon, des stops, des feux rouges, des vitesses limitées. Bon. Et quand on ne les respecte pas, on peut être condamné à payer une amende ou éventuellement subir une suspension de permis de conduire. Bon. Le Code du travail pose lui aussi des règles de sécurité, des équipements de protection individuelle, hein, des plans de prévention, des formations. Bon. Et quand on ne les respecte pas, on peut être condamné à payer une amende. Hein, bon. Lorsque le non-respect d'une de ces règles, soit du Code de la route, soit du Code du travail, est à l'origine d'un accident, là, on va voir entrer le code pénal. Oui, le code pénal, les délits d'homicide, blessure involontaire et de mise en danger d'autrui. Oui. Bon. Et donc, on voit bien que la responsabilité pénale s'articule autour du code de la route, puisque ce sont des infractions spécifiques, autour du code du travail. C'est tout à fait, moi je dis souvent d'ailleurs que le code du travail, c'est le code de la route de l'employeur, hein, en matière de santé et de sécurité au travail. Hein. C'est exactement deux codes qui sont totalement en miroir. Et puis derrière, si tout ça provoque un accident, une atteinte à la santé, on voit arriver le code pénal, et là, effectivement, les sanctions sont beaucoup plus lourdes, hein, puisque ne parlons que du délit d'homicide involontaire basique, le tarif, c'est quand même 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Oui, vous avez parlé de délit d'homicide, c'est assez nouveau, ça. Alors, ça, c'est l'homicide routier. L'homicide routier, oui. Ça, c'est pas l'homicide involontaire. Ça vient de sortir, ça va être validé par le Parlement dans les jours qui viennent. Hein. Alors, le fameux homicide routier, il faut savoir quand même que
l'homicide routier, c'est un changement de syntaxe. J'allais presque dire rien de plus, puisque l'homicide de base, hein, le fait par imprudence, négligence, maladresse, inattention, de causer la mort d'autrui, c'est sanctionné basiquement par 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Derrière, on a des circonstances aggravantes. On passe à 7 ans notamment d'emprisonnement lorsque le conducteur est en état d'ivresse, lorsqu'il avait consommé un stupéfiant, lorsqu'il s'est enfui, lorsqu'il a délibérément pris un risque qu'il ne pouvait ignorer, on appelle ça le manquement délibéré. Bon. Ensuite, on passe à 10 ans d'emprisonnement pour le délit d'homicide involontaire, hein, lorsqu'il y a au moins 2 de ces circonstances aggravantes réunies à la suite du même accident. Et puis, dernière étape, le fameux homicide routier. Compte tenu des drames qu'on a connus, notamment ces dernières années, avec ces accidents dramatiques provoqués par des chauffeurs en état d'ébriété qui avaient consommé du cannabis, de la cocaïne, bref, qui étaient complètement hors sol, on a donc inventé ce fameux homicide routier. Et alors, il y a 3 circonstances aggravantes supplémentaires, ça rejoint ce que vous disiez, Madame la déléguée, le téléphone en main ou à l'oreille. Quand un accident est provoqué et qu'on peut démontrer que le chauffeur avait le téléphone à la main ou à l'oreille, circonstance aggravante, ne pas avoir porté secours, d'ailleurs lorsqu'on a provoqué un accident qu'on le sait et qu'on s'enfuit, alors en toute connaissance de cause, et également avoir alors là volontairement consommé des psychotropes de façon excessive, de façon massive et excessive, et on appelle ça désormais l'homicide routier. Il faut savoir que c'est un changement lexical. Parce que le gros problème, allez expliquer aux parents d'une fillette de 7 ans, tuée par un chauffard complètement alcoolisé, allez leur expliquer que c'est un homicide involontaire. Hein, ils vont vous dire, mais non, il s'est mis volontairement dans cet état-là, c'est un homicide volontaire, c'est la cour d'assises. Or, malgré tout, ça reste un homicide involontaire, sauf que c'est, à mon avis, assez délicat, désormais, d'éviter d'utiliser le mot involontaire, on va appeler ça un homicide routier. D'accord. La meilleure manière de ne pas être en délicatesse avec le code de la route, le code du travail et le code pénal, c'est la prévention finalement. C'est la prévention. On y revient toujours, et la prévention, on a des principes généraux, hein, qui sont quelque part la boussole générale. Hein. Il y a 9 principes généraux de prévention, avec on supprime les risques évidemment, et puis les risques qu'on ne peut pas supprimer, on essaye de les réduire, finalement ça revient à ça. Hein. Et on voit bien d'ailleurs que les principes généraux de prévention sont réalistes. Hein. On ne prétend pas qu'on peut d'un coup de baguette magique supprimer tous les risques. Il y a des risques qu'on peut supprimer quand on est sérieux et quand on fait cette évaluation sérieusement. Et puis derrière, les risques qu'on ne peut pas supprimer, mais surtout on peut les réduire. Et faire en sorte que l'accident survienne, soit le moins vraisemblable possible et le moins grave possible le jour où il va survenir. C'est ça les principes généraux de prévention. C'est la boussole qui s'applique à toutes les activités et notamment aux risques routiers professionnels. Voilà, merci beaucoup Maître Ledoux. Alors Christophe Verhaeghe, tu es responsable de la prévention du risque routier au sein de l'école de conduite française, l'ECF. Donc, dans ces principes de prévention, est-ce qu'il est aussi question de la formation et de l'accompagnement des conducteurs? Oui, alors effectivement. Alors avant toute chose, je vais revenir sur un chiffre que Mme la déléguée nous a donné et qui est très important. Vous avez annoncé 440 personnes qui ont perdu la vie sur un temps de travail. Et je pense qu'il faut aussi prendre ce chiffre sur 220 jours travaillés et non pas le comptabiliser sur 365 jours. Et quand on le comptabilise sur 220 jours, ça fait 2 tués par jour travaillé, ce qui est énorme quand on sait qu'il y en a à peu près 8 ou 9 par jour, hein, tout risque confondu sur la route. 2 sont sur un temps de travail. Donc je pense que c'est important de le rappeler ça. Et j'ai pas rappelé en plus les blessés évidemment, qui là pour le coup, il y a à la fois évidemment le coût humain dans tous les cas, mais également un coût pour l'entreprise et parfois aussi de la reconversion. Enfin, voilà. Oui, on a été obligé finalement, rien que sur les statistiques, et sur les chiffres, on aurait pu passer une table ronde entière. Mais c'est vrai que le problème est encore, si on le prend de cette façon-là, encore plus accru et plus grave que ce qu'on imagine. Avec malgré tout quand même ces actions-là, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour revenir, c'est-à-dire que si vous mettez des actions en face, c'est que vous espérez des résultats et qu'il y a quand même déjà des choses qui bougent, quoi. Et le CF aussi espère des résultats en faisant ces actions. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'action mise en place sans espérance et sans objectif de résultat. Oui, et puis il y a les résultats effectivement humains qui sont la sinistralité, je veux dire, lourde, mais il y a aussi la sinistralité légère, quoi, en fait, qui fait partie du domaine et du modèle économique de l'entreprise, quoi, en fait, et sur lequel on peut agir. Mais je suis heureux d'avoir déclenché un débat. Oui, donc 2
tués par jour travaillé, et c'est 5 millions de jours d'arrêt de travail. 5 millions de jours d'arrêt de travail, c'est 18 000 personnes en arrêt par jour. Donc c'est un risque majeur. Alors c'est plus le premier risque. Voilà, ça fait partie des risques majeurs quand on parle de risque professionnel. Donc revenons au principe de la prévention et quelle est la place de la formation dans ces principes de prévention? Alors la formation apparaît effectivement dans les c'est le 9e des 9 principes généraux de la prévention. Et oui, effectivement, la formation a toute sa place et a une place prépondérante. Et donc elle a sa place, oui, mais permet quoi plus précisément peut-être? Alors la formation, là on est vraiment sur du post-permis, parce que bien souvent c'est des gens qui ont déjà un permis de conduire, et on les a en formation durant un temps de travail. Elle permet souvent d'apprendre, voire de réapprendre les bonnes pratiques, d'adopter des comportements adaptés sur la route afin de réduire la sinistralité. Ça veut dire aussi, d'ailleurs tu as donné une partie de la réponse, c'est le 9e principe de prévention, donc ça veut dire qu'on ne commence pas forcément par la formation. Alors, il n'est pas nécessaire de commencer par la formation. Je pense même que ça serait plutôt sain de ne pas commencer par la formation. Mais la formation a un rôle à jouer essentiel. Je pense que vous avez. Oui, en fait, il y a les deux premiers principes de prévention, c'est éviter les risques et évaluer les risques que l'on ne peut pas supprimer. Et ensuite, les autres principes doivent être appliqués cumulativement. Voilà. Il n'y a pas de principe plus important que les autres. On doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux, adapter le travail à l'homme et non pas l'homme au travail, former, s'occuper également de l'organisation du travail. À part les deux premiers principes, les autres principes doivent être appliqués cumulativement par l'employeur. Et lorsque l'employeur fait ce travail-là, c'est un employeur parfait. Alors, tu vas quand même nous donner ces différentes étapes, parce que finalement, on va travailler avec le CF, avec des entreprises aussi, et peut-être nous donner les différentes étapes, le cheminement que tu espères. Les différentes étapes d'un plan d'action de prévention. Différentes étapes d'un plan d'action de prévention. Pour rebondir sur ce que disait Maître Ledoux, effectivement, c'est le 9e, mais ce n'est pas pour ça qu'il est moins important que les autres. D'accord. En formation, je pense qu'il est essentiel et nécessaire d'aborder des questions qui sont plutôt sur l'ordre de la réflexion, vraiment de la méthode active, de l'intelligence sociale, faire parler les gens entre eux, qui trouvent eux-mêmes leurs propres solutions. Voilà, ça c'est important. Et de plus en plus, pour discuter avec beaucoup de RH ou de QHSE, les formations sont plutôt axées sur ces méthodes-là, les méthodes réflexives, plutôt que de l'apprentissage via de la pratique ou de la maîtrise par de la pratique, et qui est bien souvent, en tout cas de temps en temps, contre-productive et qui va plus dans une prise de risque plus forte après la formation, parce que avoir le sentiment d'une surestimation de ses compétences, parce que je l'ai formation, j'ai fait tel ou tel exercice pratique, j'ai vu que j'ai réussi, alors peut-être au bout de la 2e, 3e, 4e ou 5e fois j'ai réussi, mais je sors de là en disant je sais faire. Et derrière, on se rend compte qu'il y a une prise de risque supplémentaire qui peut être observable. Donc c'était important de préciser ce que tu entendais par formation. Maintenant, je reviens donc à la question précédente, c'est-à-dire les étapes. Alors moi, les étapes, voilà, par contre là, on va essayer de mettre un ordre dans ces étapes. Pour moi, la première des étapes, c'est l'implication forte de la direction. Les dirigeants sont maîtres de leur plan de prévention, et ils doivent servir de cap, de repère. C'est eux qui fixent les objectifs, qui vont mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation du plan d'action de prévention. Donc la première chose, c'est une implication forte des dirigeants. Il faut que ça devienne un projet d'entreprise. Donc ça c'est la première étape, c'est l'implication. Je vais dire la deuxième, parce que je sais qu'il y en a une troisième. Donc la deuxième, ce serait laquelle? La deuxième, ça serait, je rejoins Maître Ledoux, c'est l'évaluation des risques. On ne peut pas combattre un risque sans l'avoir évalué et comprendre sa sinistralité. Donc implication, évaluation, troisième étape. La troisième étape, c'est la mise en place du plan d'action de prévention, qui est le reflet des objectifs, des moyens engagés et des résultats attendus. C'est l'effectivité. L'effectivité, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. La quatrième? La quatrième, c'est la communication. On en parlait tout à l'heure. Pour que ce plan de prévention soit intégré, il faut qu'il soit partagé, communiqué, et communiqué aussi, alors avec des sensibilisations, mais aussi une très forte implication des managers. On parle de l'implication des dirigeants et une forte implication des managers sur le terrain,
par de la communication, lors des réunions, lors des meetings, il faut qu'on parle. Peut-être même qu'une réunion devrait commencer ou finir avec les indicateurs et ce que représente le risque routier au sein de notre entreprise. Une 5e étape peut-être? La 5e étape, c'est le suivi. Mais je reviens toujours à ce que vous disiez. Le suivi, mettre en place des indicateurs pour comprendre le risque, prendre les remontées du terrain, détecter des risques émergents. Et ça, c'est important. Peut-être ajuster ces indicateurs observables avec le temps, mais on ne peut pas mettre en place un plan de prévention, en tout cas, mettre en place des formations sans qu'il y ait un suivi, un contrôle des actions mises en place, que ce soit la charte de bonne conduite ou les formations qui sont mises en place auprès des salariés. Et une fois qu'on a fait ce suivi, ça s'arrête ou il y a quoi? Non, et je pense qu'il faut également toujours être capable d'améliorer sans cesse. Un plan d'action, il n'est jamais gravé dans le marbre. D'accord. Il évolue avec le temps, il évolue avec les profils des salariés que j'ai, avec l'antériorité des salariés que j'ai, avec les risques émergents qui vont arriver petit à petit et avec le temps. Donc il faut sans cesse avoir en tête que c'est quelque chose qui s'améliore. Et quand j'ai réussi un objectif, je vais en chercher un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Il faut qu'il soit vivant. C'est un corps qui est vivant. Donc, dernière question. La prévention du risque routier en entreprise, c'est un coût ou un investissement? Alors ça, c'est souvent des choses qui nous reviennent. Hein. Vous pourrez répondre aussi. On oublie de dire que tout ça, alors évidemment, on pense d'abord à la santé des gens, que tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais oui. Je rappelle que qui finance le risque accident du travail et maladie professionnelle, ce sont les employeurs qui payent des cotisations à l'URSSAF en fonction du nombre de sinistres qu'ils ont subis dans leur établissement durant une certaine période. Qui paye les primes d'assurance, ce sont les employeurs. Alors il est vrai, je crois qu'on en avait parlé, je le signale quand même, il y a un arrêt du 14 janvier dernier, très étonnant, un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt qui a été publié au bulletin, donc qui a un sens. L'histoire est la suivante, vous savez que normalement, la responsabilité civile, je viens de le dire, est assumée par l'employeur. Et là, on a un accident de la circulation. Alors le type était positif au cannabis, en excès de vitesse, récidiviste. Eh bien, la Cour de cassation a validé la condamnation de ce chauffeur à indemniser son employeur pour les dégâts matériels à concurrence de 100 000 €. Normalement, le salarié ne peut être condamné à rien du tout, sauf intention de nuire à son employeur, faute intentionnelle, comme on dit dans le jargon juridique. Et là, c'est un arrêt du 14 janvier. Alors, ça a surpris beaucoup de monde. Je ne sais pas très bien ce que ça va devenir, on va voir. Mais malgré tout, ce n'est pas un petit arrêt de la Cour de casse de derrière les fagots. C'est un arrêt publié au bulletin, donc ça veut dire mis en évidence, ce qui signifie que la Cour de cassation a l'intention, lorsque les chauffeurs, les conducteurs, provoqueront des accidents dans des conditions inacceptables, éventuellement, au-delà de la condamnation pénale, éventuellement, les condamner à indemniser leur employeur. Ça, c'est important. Et moi, je dirais, en complément, c'est que l'implication forte des entreprises à gérer, à manager, à structurer ce risque-là, on se rend compte que quand elles le font correctement. Très rapidement, il y a des résultats efficaces qui se voient très rapidement sur la performance de l'entreprise, qu'elle soit économique, sociale. La prévention est une source d'économie. Je crois que c'est tellement évident. Je crois que l'OPPBTP nous l'a dit il y a déjà quelques années, mais depuis maintenant 5 ou 6 ans, les tribunaux fixent des dommages et intérêts de plus en plus importants, ce qui fait que la prévention coûte beaucoup moins cher que la réparation. Et ça, c'est une évidence. L'ISS a publié une étude disant que 1 € investi en prévention permettait d'éviter de dépenser 2,20 € par ailleurs. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est plus un investissement. Voilà. Donc c'était une réponse très courte. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être je vais donner la parole à Patrick Mirouz et à madame la déléguée pour terminer cette table ronde. Alors, juste déjà remercier bien évidemment madame la déléguée de nous accueillir ici, parce que c'est vrai que pour nous c'est symbolique, c'est un symbole ici, vous qui patronnez la semaine de la sécurité routière au travail, de lancer ça, puisque vous avez bien compris que tout le groupe ECF, c'est-à-dire que l'ECF mobilise tous ses adhérents et tous ses collaborateurs. Merci à Maître Ledoux pour ses explications très concises et précises, comme on s'en était convenu. Vous avez respecté, Maître. Et merci à Christophe, coordinateur national. Merci à toi qui m'a pas posé de questions pièges aujourd'hui. Donc c'est très bien. Tu t'es tenu à la liste. Non, je veux dire juste un mot.
en fait, on va avoir aujourd'hui, c'était le lancement de la semaine de la sécurité routière. Demain, on aura un webinaire qui est plus destiné aux dirigeants, qui va être les différents axes de management du risque routier, avec le plan de prévention du risque, un peu ce que détaillait Christophe. Et je reviens à la journée de jeudi, qui est l'impact des trajets domicile-travail dans l'accidentologie, comment s'en prémunir, parce que nous aussi, finalement, on est concerné. Bon, voilà. Moi, juste pour vous dire voilà, que proposer une mobilité pour tous, c'est notre ADN. Ça rentre complètement dans nos missions. On se devait de participer. On se devait de participer à ces journées de sécurité routière au travail. Malgré les nombreuses missions qu'on aide en accompagnement et que manage Christophe, puisqu'il est coordinateur national de la prévention de ECF Prévention, qui est une entité spécifique, eh bien, il nous a semblé important de nous appliquer en interne ce qu'on enseigne aux autres, tout simplement. Je voulais terminer avec ça, et parce que ce soit les dirigeants, que ce soit les collaborateurs formateurs, que ce soit les collaboratrices, on est tous concernés, pour reprendre une de vos citations, mais on est tous confrontés au danger du déplacement professionnel. Voilà. On vous laisse le mot de la fin, madame la Le mot de la déléguée. fin, je rebondis quand même sur ces fameux accidents domicile-travail. En plus, ce qu'on ne dit pas assez, c'est très souvent on se dit oui, c'est le soir quand on est fatigué, etc. Pas du tout, c'est le matin entre 6h et 9h, au moment en fait où on est en train de penser à plein de choses, qu'on n'est pas forcément assez concentré sur la route. Donc il y a quand même finalement ces choses qui reviennent. Alors, je vous laisse la parole, mais je dirais quand on a fait l'analyse de l'accidentologie, on a été beaucoup surpris nous d'avoir des chocs avant en cours de conduite, quoi, en fait. Et donc, vous voyez qu'on se regarde, quoi, en fait, et derrière, c'est aussi une façon d'implication. On a lancé, parce qu'on a commencé notre plan de prévention des risques routiers au printemps dernier, parce qu'aussi, il y a, et je veux le redire ici, il y a aussi la sinistralité lourde, bien évidemment, qui engage la responsabilité pénale mais il y a aussi la sinistralité légère qui engage le modèle économique de l'entreprise vis-à-vis de son assureur, qui lui regarde vraiment très clairement ce qu'on dépense en termes de risque et la célèbre formule rapport sinistre à prime. Voilà. Donc je voulais juste rappeler ça parce que c'est important de se regarder aussi en face et puis d'en parler. Et moi je suis convaincu que les adhérents ECF et leurs collaborateurs seront dans ce dispositif. Juste avant de vous laisser la parole, il y a vraiment, parce qu'on va laisser la parole aux adhérents ECF et à leurs collaborateurs en disant ici, si la solution ça venait de vous. On va leur demander qu'ils soient innovants, qu'ils soient inventifs et qu'ils nous proposent des solutions pour diminuer le risque routier en entreprise, et ils seront sélectionnés. Je crois que nous, on a deux grosses activités. On a le grand public, les écoles de conduite, et aussi la formation professionnelle qui se déplace beaucoup en voiture, mais avec des véhicules un peu plus gros, les véhicules lourds. Et le challenge qu'on lancera vendredi sur une vidéo qui sera... un jury sera réuni et ils seront invités, je le dis ici, les deux gagnants seront invités à notre prochain congrès qui se déroulera du 6 au 9 novembre à Biarritz. Et vous êtes déjà cordialement invités, madame la déléguée, bien sûr. Parce qu'un prix de l'innovation, ce n'est pas seulement le prix qui compte, c'est la démarche, la dynamique qu'on met en place, et c'est aussi ce qui nous permet de ne pas rester sur du ponctuel, mais de rester quelque chose qui va se prolonger jusqu'à la fin de l'année et bien au-delà. Voilà, maintenant on vous laisse quand même la parole. Je dis bien que je n'ai pas été forcément la plus synthétique au départ, donc, non, et puis au contraire c'est vivant, mais je crois que tout a été dit et vraiment bien dit, et moi je pense que ce que j'ai vraiment envie de retenir, c'est le projet d'entreprise, et on se rejoint tous là-dessus, hein, c'est qu'à un moment donné, c'est l'entreprise, l'employeur, et comment il arrive à mobiliser. Et comment il arrive à mobiliser? Parce qu'il a donné du sens, parce que ses managers y suivent, parce que s'il dit quelque chose et que le management intermédiaire ne réagit pas ou n'est pas convaincu, on est vraiment sur quelque chose qui tient à l'appropriation. Donc l'appropriation, parce qu'on peut fixer plein de règles, on en revient à l'effectivité des règles, si on fixe des règles, mais si on ne se donne pas les moyens de les suivre, de les appliquer, de voir comment ça marche, de les faire évoluer, ça marche moins bien. Donc c'est pour ça que moi je trouve que la question est finir justement sur la question du plan d'action et comment on mobilise tout le monde, c'est important parce que l'entreprise c'est ça, c'est à un moment donné, ben voilà, on a envie d'avoir on a un objectif, c'est un objectif comme je le disais au départ qui a le mérite pour moi d'être très concret, de proximité, parce que le chef d'entreprise il ne peut avoir qu'un objectif, il ne peut dire
qu'une seule chose à ses équipes, c'est je veux 0 mort et 0 blessé sur nos routes. Et ça, c'est quelque chose, voilà, il y a la proximité, il y a l'engagement de tous, le projet d'entreprise, et c'est comme ça en fait qu'on s'y retrouve, et c'est ce qui portera sans doute, je dirais, encore plus loin et fort cette charte d'engagement, parce qu'une charte, pour moi, c'est un peu comme finalement un règlement intérieur, hein. Si on l'écrit et qu'on ne fait pas en sorte qu'il soit appliqué, ben, ça revient, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Donc vraiment, c'est vraiment, je pense, un projet et puis une conviction, une capacité à convaincre naturellement. Voilà. Et c'est sans doute aussi l'art de la pédagogie et de la prévention qui est aussi l'art de la répétition. Ça fixe les règles. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.